Bonjour Missia. Bonjour Cyrine, comment vas-tu? Bien, je suis bien là pour notre vidéo numéro 2, psychophilo. Allez, chouette. Euh, Moi, je voulais Est-ce peut-être... que, oui. Est-ce que tu veux qu'on commence par un petit retour d'expérience par rapport à ce qu'on a fait à la fin de la vidéo dernière? Bah oui, ce serait peut-être intéressant. Euh, Moi, j'ai pris un peu de temps pour relire le texte que tu nous avais partagé, parce qu'il m'avait déjà assez touché au moment de la lecture. Et puis, en me posant quelques minutes, il y a vraiment une partie en particulier qui est venue résonner en moi, celle où notamment Aristote dit que le bonheur semble être au suprême degré une fin en soi et que toute vertu quelconque, au final, est un intermédiaire qui nous permet de cheminer vers le bonheur. Donc, et moi, les vertus quelconques, je les ai aussi un peu interprétées comme, par exemple, des valeurs qui peuvent nous être chères et qui sont aussi, je pense que c'est important, intéressant en tout cas de parfois s'arrêter sur, mais quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans la vie? Parce que finalement, c'est un peu une structure, l'architecture de ce qui va nous permettre de cheminer, de se sentir bien dans les projets qu'on choisit de suivre ou la manière de faire aussi. Et en ce sens, je fais le lien aussi avec l'exercice corporel que nous avons fait parce que finalement, notre corps est une boussole merveilleuse qui nous permet en tout cas, d'entendre, de comprendre si quelque chose est en résonance cohérente avec qui nous sommes ou pas Oui. trop. Je prends simplement un exemple. Déjà, pour déterminer ben, quelles sont les valeurs importantes pour moi, je peux les tester en fait. Je peux me dire, ben, tiens, est-ce que la liberté, c'est important pour moi? Ou est-ce que je peux la mettre dans un second plan? Et donc, on peut se poser cette question et faire un body scan comme on a fait la fois passée. Et Mhm. observer, mais quand je pense à la liberté, est-ce que la liberté est une valeur importante pour moi? Moi, si je fais cet exercice, je vais immédiatement ressentir une expansion et beaucoup de joie, en tout cas quelque chose qui me porte, qui me soutient. Parce que oui, effectivement, la liberté, elle est importante pour moi. On peut faire ça avec n'importe quoi. On peut faire ça aussi avec, mais tiens, je ne sais pas si j'ai, je suis pas sûre de vouloir me lancer dans un projet. Et donc, je peux vérifier. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie que, il y a des projets pour lesquels j'ai dit non. Alors, j'avais pas l'habitude de dire non à l'époque, mais j'ai quand même dit non. Pourquoi? Parce que en interrogeant, en faisant un scan comme ça, mon corps m'a dit non. Clairement, j'ai été crispée ou Ah vraiment oui. c'était pas une énergie porteuse en tout cas. Et donc, ça ne pouvait pas être mené en vue de, une vie heureuse. Exactement, c'était En tout ça. cas, à ce moment-là. En tout cas, à ce moment-là, oui, dans ces circonstances-là. D'où Merci pour ce... l'importance de... Ah oui, oui, bah, avec plaisir. Mais ce qui m'amène à poursuivre nos explorations sur l'accueil finalement de ce qui est. Et oui, puisque dans cette deuxième vidéo, on va parler d'observer ce qui existe et qui parfois peut faire peur, hein, et en même temps se dire, se raconter dans un lien. Hmm. Donc c'est vraiment accueillir ce qui est. Et ton retour sur expérience donc, nous ramène aussi à ça, hein, accueillir ce qui est en moi par rapport à ce que j'ai envie de réaliser, d'être ou de faire. Oui, oui, tout à fait. Pour le retour sur expérience, moi, j'ai pas un grand retour sur expérience à faire puisque c'est vrai que j'ai été fort prise dans le quotidien là, depuis la dernière fois et donc je me suis pas vraiment posée dans le but précis là, de ressentir les choses. Par contre, j'ai quand même pris du temps avec Spinoza dont on va parler aujourd'hui. Et parfois, ne pas avoir le temps, tout simplement ne pas pouvoir prendre le temps pour faire quelque chose, c'est OK aussi parce qu'il y a il y a d'autres prérogatives aussi. Peut-être que si à ce moment-là, tu avais fait un body scan, il t'aurait dit, mais non, non, on n'a pas le temps de... C'est pas le moment de se poser pour commencer à introspecter d'autres choses parce que là, il y a d'autres priorités. Et oui, c'est vrai que ça peut arriver aussi. On n'a pas, on sait pas toujours respecter au pied de la lettre. Notre volonté n'est pas toujours toute puissante pour dire voilà, je.
j'ai ça à faire, je veux le faire maintenant et je le fais. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, et pour rappel, hein, dans ces vidéos, ce qu'on fait, c'est on essaye de recomprendre certains propos philosophiques à travers le chemin vers soi que permet la thérapie. Mais aussi, toutes ces réflexions nous permettent de déconstruire certains lieux communs qu'on trouve beaucoup dans le développement personnel d'aujourd'hui. Et il y a des lieux communs qui sont parfois très simplistes et qu'on entend un peu partout à toutes les sauces. Et en fait, c'est toujours intéressant de remettre en question ces conceptions reçues, ce que la démarche philosophique permet, mais je pense aussi un parcours thérapeutique, parce qu'au final, c'est des conceptions qui peuvent nous rendre malheureux. Et oui. Euh, Et une de ces conceptions qu'on rencontre souvent, c'est le libre arbitre, la volonté comme toute puissante. Parce qu'aujourd'hui, il y a un lieu commun enfin, qui vient de longue date qui dit si on veut, on peut. Mais on va entendre quand même ça régulièrement avec des recettes toutes faites. Ben, il suffit de vouloir, de le mettre en action. Il suffit d'affirmer positivement telle ou telle chose pour que ça se réalise. Donc une forme de loi de l'attraction simplifiée, hein, qu'on va retrouver dans beaucoup de discours du développement personnel. oui, et puis, moi, il y a autre chose qui résonne aussi en moi quand j'entends quand on veut, on peut. J'avoue que quand j'entends cette phrase, elle m'irrite un peu, elle vient réveiller un peu d'impatience en moi. Euh, Parce que c'est quelque part aussi une forme d'injonction. Et alors oui, parfois, alors avoir une structure, avoir un cadre, apprendre à poser un cadre, une structure, des limites, euh, pour pouvoir ensuite avancer, évoluer et construire ses projets et son projet de vie, c'est hyper important. D'ailleurs, euh, dans la théorie de l'attachement en psychologie et en thérapeutique, il est clairement établi que dans le lien, établir un cadre, ça sécurise un enfant et il peut se développer alors de façon totalement sécure euh, et en confiance. Et à ce moment-là, il prend confiance en lui et il continue à développer cette confiance en lui. C'est la même chose en thérapie. Établir un lien entre le thérapeute et le consultant, un lien sécure, permet à la personne de se raconter, de se dire Mhm. en toute sécurité. Et grâce à ça, Oui, de prendre conscience de toutes sortes de choses. Alors, quand on veut, on peut, oui. Et en même temps, l'important pour moi, c'est avant tout de pouvoir observer et accueillir ce qui existe. et oui. Parce La que, personne va pouvoir se dire en confiance, mais aussi accueillir ce qui est présent. tout à fait. Parce que dire quand on veut, on peut, il suffit que tu récites 10 euh, allez, pensées positives, ou je ne dis pas, alors, je ne dénigre pas la pensée positive, pas du tout, parce que je trouve qu'elle est vraiment utile. C'est un outil parmi d'autres, et franchement, on en parlera après avec la transformation des pensées, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas un point de départ. Le point de départ, ça doit rester l'accueil de ce qui est, Mhm. pour ensuite amener à des transformations, notamment des pensées. Parce que juste dire, ah, j'ai envie, je me vois, je me visualise que ma vie va être extraordinaire, etc. euh, il est aussi important de se mettre en mouvement et de mettre en place des actions dans la matière. Nous ne sommes pas que pensées. Oui, nous ne sommes pas que pensés, donc l'action va être aussi importante. Et mais aussi, comme on est dans notre vidéo sur l'accueil, c'est pour se mettre en mouvement. En fait, on ne sait pas trop lequel est la poule ou l'œuf, hein, des deux, mais il y a se mettre en mouvement va permettre d'accueillir certaines choses, et accueillir va aussi permettre de se mettre en mouvement. Tout à fait. Mais l'illusion que il suffit de mettre en place, de suivre une recette et de dire voilà, moi je veux ceci et de l'affirmer tous les jours, ça va nous amener le bonheur. Il y a des chances que peut-être ça va amener quelque chose de bien à un moment, mais ça risque de pas tenir sur du long terme ou de pas être suffisamment profond pour réellement amener ce qu'on appelle le bonheur. Oui, exactement. Et ça amène même parfois de la frustration. Il y a des Oui, personnes oui. qui suivent toutes sortes de recettes et qui disent, mais ça marche pas pour moi. Mhm. Ça marche pas pour moi, ces histoires, c'est des conneries. Et oui.
Et en effet, si le travail n'est pas fait de fond avec le, il y a des biologistes et dans la santé holistique, on dit le terrain est tout. Eh bien, pour la psycho et l'esprit, c'est la même chose. Le terrain est tout. Hmm. C'est important d'abord de Exactement. préparer le terrain. Oui, bien sûr. Et on peut se demander aussi cette idée de libre arbitre qui se cache un peu parfois derrière ces recettes où voilà, il suffit de vouloir ceci et si vous le voulez vraiment, vous allez le réaliser. On peut se demander d'où ça vient et aussi qu'est-ce que la philosophie nous dit là-dessus. Oui, je pense que... Et Ouais. effectivement. Vas-y, vas-y, je te laisse. Oui. Et donc, on trouve évidemment dans les penseurs qui ont eu une grande influence sur notre culture, René Descartes, qui a évidemment une très belle démarche hein, pour penser par soi-même, une démarche très importante qui remet en question toutes les opinions reçues, mais en même temps, il nous parle d'un libre arbitre, donc le libre arbitre qui est défini comme vraiment la capacité à faire des choix, et ce libre arbitre repose sur notre volonté. Donc, Mm. ça nous permet de conquérir nos choix, ça nous permet de ne pas être juste l'esclave de nos passions, mais aussi c'est une capacité à choisir une chose ou son contraire, et donc cette capacité n'est influencée par absolument aucune cause. Elle est complètement libre. On a cette sensation quand on lit Descartes, c'est une liberté qui n'a pas à s'embarrasser de rien du tout. Elle est absolue et totale. Mm. Et par rapport à René Descartes, donc qui a fortement marqué toute notre culture, on a Spinoza qui va venir dire, mais en fait, ce libre arbitre, cette capacité de choix, elle est illusoire. Ce qui peut être perturbant en départ. En effet, oui, surtout quand ils sont mis en perspective comme ça, l'un à la suite de l'autre. Et oui. Et donc, cette illusion, pourquoi est-ce qu'il nous dit que le libre arbitre est une illusion, cette capacité à faire des choix? En fait, cette capacité à faire des choix, c'est nous projeter dans une finalité. Alors, on a parlé la dernière fois avec Aristote, évidemment, des fins qu'on poursuit. Et Spinoza va nous amener une autre réflexion intéressante, c'est qu'il va nous dire, en fait, cette conception finaliste de notre liberté, elle est, dans un premier temps, elle est erronée. Mm. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on s'appuie juste sur nos appétits présents, ce qu'on veut pour le futur, et on renonce à explorer, on laisse dans l'inconscient et on renonce complètement à explorer ce qui nous cause. Mm. Et c'est justement la situation de cette liberté humaine pour lui, de ce libre arbitre, qui est illusoire parce qu'il pense être tout-puissant et pouvoir aller là où il veut, mais en fait, il ne voit pas que, on est aussi déterminé par des causes extérieures. Cette illusion va faire qu'on va justement ne pas accueillir ce qui est, ne pas accueillir ce qui nous cause, ne pas accueillir ce que nous avons vécu et que nous n'avons pas choisi aussi. Donc on Mm. laisse de côté tout ce qui n'a pas été choisi et qui va continuer en fait à nous influencer de manière inconsciente. Ce que la psychanalyse développera d'ailleurs plus tard, hein, après Spinoza. Mais on peut dire aussi que les sciences humaines ont raison après Spinoza quand elles se sont développées, puisque en sociologie, on va montrer l'importance des déterminismes sociaux. En Mhm. psychanalyse, on va montrer des déterminismes d'ordre psychologique. La biologie va aussi montrer qu'on a des déterminismes au niveau de notre ADN, de notre biologie, de notre corps. Et tout ça va être mis de côté, mais plus important aussi pour nous par rapport à la démarche thérapeutique, c'est que se baser sur une liberté uniquement comme capacité de choisir ce qu'on veut, c'est renoncer à aller explorer ce qui vient de notre histoire passée, ce qui nous a causé dans l'histoire passée, c'est renoncer à nos racines généalogiques aussi, ou ce qu'on aurait besoin d'aller visiter de l'arbre généalogique, c'est renoncer à ce qui peut être de l'ordre karmique aussi pour ceux qui croient à ça, et ça nous laisse dans l'inconscience. Tout à Donc fait. c'est dans ce sens-là qu'il y a une forme d'illusion dans ce libre arbitre qui nous cache tout ça. Mm. C'est assez présent hein, enfin, on peut retrouver ça, la présence de cette illusion dans certaines recettes hein, qu'on nous sert. Donc, on va pas faire le travail et donc on va continuer à mettre un couvercle hein, sur tout ce qui nous a causé et qui continue à nous causer. Plus on met le couvercle, plus ça va continuer à nous causer, évidemment. Donc, si je n'accueille pas ce qui me cause, comment est-ce qu'ensuite je pourrais reprendre ma responsabilité dans ce que je vis aujourd'hui?
C'est une grande question et qui nous met aussi en lien avec le fameux triangle de Karpman. Triangle de Karpman, on l'appelle aussi le triangle infernal, hein. Mhm. Euh, pour des raisons qui sont, je pense, aussi justifiées si on regarde un peu comment cette dynamique fonctionne. Euh, pour faire court, le triangle de Karpman, donc c'est un triangle, c'est un concept qui a été, euh, donc c'est Karpman qui l'a modélisé pour expliquer un peu une dynamique qui existe très souvent de façon et inconsciente et un peu automatique, j'ai envie de dire, en tout cas dans notre société occidentale certainement. Je crois qu'on grandit un peu aussi comme ça, puisque il y a un peu des dynamiques si on regarde simplement l'enseignement, comment fonctionne l'enseignement, en règle générale, il y a une dynamique de récompense, de punition, et c'est un peu l'éducation qu'on nous a donnée, qui est transmise la plupart du temps. Euh, Quelque chose d'un peu... oui, c'est ça, avec la punition, il y a enfin, dans le triangle de Karpman, je vais revenir au sujet, il y a trois postures qui se situent chacune sur un sommet du triangle. On a d'abord, bon, évidemment, ces postures, elles sont archétypales et moi, je vais les caricaturer ici pour vraiment comprendre comment fonctionne cette dynamique. Évidemment, tout n'est pas blanc ou noir. On a des échelles qui vont du faible au très très fort à chaque fois pour chacune des, des positions. Et on a d'abord la position du persécuteur. Donc le persécuteur, voilà, le nom l'indique bien, il persécute toute personne qu'il rencontre. On peut imaginer un chef un peu autoritaire dans une entreprise qui ne fait que fonctionner avec le bâton et la carotte, on va dire. Mhm. Qui vient, ou bien à l'école aussi, hein, il y a des dynamiques parfois comme ça, pas tout le temps, mais il y en a. La punition, ou bien dans des familles aussi. Et alors on peut prendre l'exemple caricatural du père qui fait marcher tout le monde à la baguette à la maison. Et aussi qui vérifie, ça peut être aussi une dimension très contrôlante finalement, le persécuteur. Je vais tout vérifier, comme ça au moindre truc, je te tombe dessus et tu vas voir ce que tu vas prendre. Et donc, alors ça peut être plus léger, et puis on peut aller jusqu'à des personnalités vraiment manipulatrices dans le pire des cas, vraiment avec des intentions de manipulation dès le départ, pour prendre le pouvoir sur l'autre. Puisque le but, finalement, quand on regarde cette dynamique du triangle de Karpan, que ce soit conscient ou pas, la plupart du temps c'est inconscient, hein, mais c'est Mhm. tout de même la recherche d'une prise de pouvoir sur l'autre dans ses manières d'interagir. Et donc, on a le persécuteur qui persécute les deux autres. Et donc, les deux autres, je vais nommer d'abord le sauveur. Le sauveur aussi, hein, le nom indique bien sa dynamique à lui, c'est-à-dire que il va chercher à sauver. Alors, un sauveur, il sauve qui d'abord? Imaginons Superman ou même un pompier hein, qui peut être un sauveur aussi. Il va sauver des personnes qui sont dans des situations de difficulté. En tout cas, que lui observe comme étant en difficulté. Donc, typiquement, on peut avoir, si on ramène ça, bah oui, Superman, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en danger, il va aller le sauver directement. Euh, et on peut avoir des personnalités, si on ramène ça dans notre dimension du quotidien, un peu plus palpable, je veux dire, c'est typiquement des personnes qui donnent des conseils directement ou bien qui vont chercher à trouver des solutions pour les autres sans qu'on leur ait rien demandé. Et donc, au final, cette posture-là, et ça part d'une bonne intention, hein, c'est pas, je veux dire, quelqu'un voit une personne en difficulté et d'office, elle va dire, ben attends, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça. Ou bien carrément va entreprendre des actions pour aider cette personne. Alors moi, j'ai un exemple très cocasse pour ça. J'ai un papa adorable, j'ai des parents vraiment adorables.
Et, euh, et j'ai dû le faire. J'ai vraiment eu de la peine quand je l'ai fait, mais je l'ai quand même fait pour sortir de cette dynamique, justement. Euh, C'était une époque où je n'avais pas d'aspirateur. Voilà, simplement, j'avais pas d'aspirateur. Et alors, parce que c'était mon choix, je voulais pas avoir d'aspirateur. Oui, Et donc, j'utilisais d'autres moyens pour nettoyer chez moi. Et, euh, et je sais pas, ça embêtait un peu. On peut pas y trouver que c'est plus compliqué ou bien que ça me met en difficulté de ne pas avoir d'aspirateur. Et donc, il me parle une première fois, tiens, mais tu sais quoi, on va peut-être aller voir des aspirateurs et si tu veux, je te l'achète, je te l'offre. Et moi, franchement, j'aurais pu m'offrir cet aspirateur moi-même, mais c'était mon choix, j'en voulais pas. Et donc, je lui ai expliqué une première fois et je lui ai même expliqué pourquoi dans les détails. Mais regarde, je fais comme ci, comme ça, tu vois, tout va très bien et c'est mieux comme ça pour moi. Moi, je préfère. Et puis finalement, deux, trois fois comme ça, et j'ai dit, je ne veux pas d'aspirateur, n'y pense même pas, ne va pas l'acheter pour moi, je n'en veux pas. Et finalement, un jour, il est arrivé chez moi par surprise avec un aspirateur flambant neuf qu'il venait d'acheter. Et je lui ai dit, je t'avais dit que je n'en voulais pas parce que je ne l'utilise pas et je ne le prendrai pas. Tu peux rentrer avec cet aspirateur, on va le remettre tout de suite dans ton coffre parce que je n'en veux pas. Ramène-le directement au magasin, ils vont te le rembourser. Mais moi, je ne le prends pas. Et donc, dépêche-toi d'y aller, comme ça, au moins, on va te rembourser l'argent dépensé parce que c'est un peu dommage. oui, Évidemment, il a été très décontenancé et triste finalement hein, que je n'accepte pas ça. Et moi, ça m'a un petit peu fait mal au cœur aussi de le faire, mais je n'en voulais pas de cet aspirateur. Et typiquement, le sauveur, il vient et malgré la volonté de l'autre, parfois il va vouloir un peu imposer comme ça, ce qui est aussi une sorte de prise de pouvoir à la fin sur la personne. Et donc le sauveur, évidemment, en plus de ça, s'il a, là, en l'occurrence, dans mon exemple, ce n'était pas le cas, mais s'il observe qu'il y a un persécuteur qui est en train de persécuter une autre personne, qui elle, alors, on va tout de suite nommer la troisième position dans le triangle, qui est la victime, alors, le premier réflexe du sauveur, c'est d'aller sauver la victime, évidemment. Il y a là une injustice qu'il observe, ou bien peut-être, parfois ça peut être salvateur, effectivement, si effectivement la victime est réellement mise en danger. Là, mhm, on ne se pose pas de questions, c'est même pas alors une dynamique de triangle de Cartman, c'est simplement rationnellement aller mettre la personne hors de danger. Mais, euh, mais il arrive effectivement que ça arrive parfois dans les fratries. Il y a un enfant qui se dispute avec un autre enfant, et puis il y en a un troisième qui observe ça, il va venir, il va essayer de rabibocher ou de stopper la dispute, ou bien un enfant qui fait ça avec ses parents, si les parents se disputent. Ça lui fait tellement mal au cœur qu'il va, alors il va peut-être détecter qu'il y a un persécuteur et une victime dans l'histoire ou pas, hein, mais il va vouloir tout de suite stopper parce que c'est insupportable pour lui de voir ça. C'est ça aussi. C'est qu'il y a oui. au départ une souffrance quelque part qui enclenche ce mécanisme. Et c'est la Donc même là, on est du côté du sauveur, hein, du toujours. sauveur, oui. Ouais. Et puis je vais arriver à la victime. Et donc la victime, comme son nom l'indique, elle est victime de quelque chose, d'une situation. En général, on ne les demande pas, ces situations, enfin, on ne les cherche pas. Qui consciemment aurait envie de devenir la victime de quelque chose ou de quelqu'un? Je pense pas que euh, raisonnablement, on ait envie de se retrouver dans une position de victime. Mais ça peut arriver. On peut avoir des persécuteurs qui sont, par exemple, dans les cas du harcèlement, hein, on peut avoir des persécuteurs harceleurs où là, on est déjà plus loin dans l'échelle, c'est plus intense. Et donc là, on a réellement une victime qui se fait harceler tous les jours. Et là, bon, on parle suffisamment du harcèlement aujourd'hui un peu partout pour... j'ai pas besoin de m'étendre sur ce sujet-là, mais ça, c'est une manière. Et si je prends maintenant en compte le fait que chacune de ces postures, au départ, il y a une souffrance chez la personne, on a aussi des personnes qui finalement, à force, qui ayant observé, et ça peut se passer aussi au niveau de l'inconscient, tout ça. Très souvent, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Si je suis une victime de quelque chose, je suis victime d'une maladie, d'une situation, de n'importe quoi, alors les autres viennent s'occuper de moi. Alors j'existe. Alors on prend soin de moi. Alors je suis dans un lien. Et donc,
Là, c'est vraiment cette dynamique du triangle qui s'installe parce que euh, la victime va chercher à rester dans une position de victime. Elle se Mhm. positionne en victime. Pourquoi? Parce que le bénéfice là-dedans, c'est le lien. Mhm. Nous sommes des animaux sociaux. Mhm. Et donc, c'est le lien qui nous sécurise, c'est le lien qui nous nourrit, c'est le lien qui nous répare. Mais ça, on verra plus Ouais. tard. Euh, et donc, pourquoi c'est un triangle qui est dit infernal? Parce que, en fait, on change de position d'une situation à l'autre. On peut devenir persécuteur dans une situation, sauveur dans une autre, victime encore dans une autre. Et parfois, dans une seule discussion, on peut changer de positionnement trois, quatre fois, ça dépend, hein. Et Qui donc, veut dire qu'on a les trois à l'intérieur de nous aussi de façon inconsciente. tout à fait, tout à fait. Et c'est important de façon inconsciente. Je reviens à Spinoza, hein. Évidemment, Spinoza ne parle pas du triangle de Karpman, mais ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est que chez lui, l'apaisement va venir de la compréhension. Et Hmm. donc, cette compréhension, c'est aussi, c'est une prise de conscience. Compréhension par la raison et compréhension aussi qui va, au final, provoquer chez Spinoza un autre sorte d'affect que les passions, qui est la joie. Et Hmm. donc, combien est importante cette compréhension de ce qui peut se jouer. Si on prend l'étymologie du verbe comprendre, c'est comprehendere, prendre avec. Donc, cueillir d'abord ce qui est, accueillir que nous avons ça en nous, pouvoir observer que ça existe, qu'à des moments, à tel moment, on est dans telle partie du triangle, et ne pas y être entraîné. Ce fait de pouvoir observer va faire qu'on n'y est pas complètement entraîné et qu'on va pouvoir accueillir tout ce qui est suscité en nous, en fait, quand on est dans cette posture-là. Eh oui, Spinoza nous montre ainsi que, en lien avec ce qu'on disait de la liberté, que la liberté réelle, c'est pas celle de faire ce qu'on veut, mais c'est d'abord de comprendre pourquoi nous faisons les choses telles que nous les faisons. et voilà, la compréhension. C'est là qu'on en arrive avec cet apaisement dans l'accueil des causes. Hmm. L'apaisement qui va permettre de sortir aussi de ce triangle infernal. Ça nous demande à faire un deuil, hein, un deuil de la toute-puissance de notre volonté qui dirait oui, on peut en sortir comme ça, mais non, passant d'abord accueillir. Il y a donc une démarche pour pouvoir se libérer d'abord. Et oui, ce qu'on peut faire en thérapie, hein, évidemment, et puis en lisant aussi. Je pense que Spinoza est un philosophe intéressant à explorer à ce niveau-là, hein, Et oui, sur la liberté et la compréhension, effectivement. Et puis oui, Descartes, oui. évidemment, sur la compréhension, c'est sûr que il a des choses à nous dire aussi, mais lui, on le connaît déjà un peu plus, je pense. Et oui, cette idée de comprendre, de mettre de la conscience, c'est aussi ce qu'on va retrouver qui va être important pour les personnes hein, qui viennent te voir, par exemple, se raconter pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Oui, oui, tout à fait. Et oui, tu voulais encore ajouter quelque chose. Il me semble que tu m'avais partagé des réflexions très intéressantes en lien avec un certain Bruce Lipton Ah, sur le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie, de se dire. oui, Bruce Lipton est un biologiste cellulaire qui a écrit notamment un de ses premiers best-sellers, c'est La biologie des croyances. Et vraiment, je le conseille à toute personne qui a un peu envie de se pencher sur la question. Euh, donc en fait, son message à lui, je vais en revenir, je vais faire le lien en vitesse avec le triangle de Karpman, puisque j'avais dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont, pas mal de choses, d'éléments qui sont inconscients dans l'installation de cette dynamique. Et donc, en relisant Bruce, j'ai relu aussi, j'ai repris cette information d'où nous viennent tous nos programmes inconscients, en fait. Parce que nous avons tous, j'imagine que chacun peut citer au moins l'une ou l'autre situation ou des situations qui reviennent régulièrement. Ah zut, ça m'est encore arrivé, j'ai pas réussi à faire différemment.
On a tous des petits schémas comme ça, plus ou moins grands, plus ou moins importants. Et en fait, tout ça, ce sont des programmes, réellement, hein, puisque notre cerveau, c'est un super ordinateur, en fait, hein. Et donc, on a des schémas comme ça qui sont programmés depuis avant notre conception, une certaine période avant notre conception. Puis, on a aussi, comme tu as dit, hein, tous les liens généalogiques. On a bien sûr les informations que l'ADN nous donne, etc. Et donc, tout ça, toutes ces informations-là, plus pendant les 6 premières années de vie d'un enfant, en fait, son cerveau fonctionne dans les fréquences alpha et theta principalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des fréquences de l'hypnose, en fait. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que toutes les informations qui sont disponibles à l'enfant, son cerveau les enregistre comme une vérité. Et donc, il n'y a pas de discernement. Ça, c'est plus vrai que ça. Non, tout est vrai. C'est enregistré comme tel. Et il n'y a pas de temporalité. Donc l'inconscient n'a pas de temporalité, il vit toujours dans le présent. Donc toutes ces informations qui ont été enregistrées comme ça sont programmées. Et ça peut être, et alors on a toutes nos croyances qui sont là, hein. Alors les croyances, parfois, elles sont pas très sympas, hein. On peut, ouais, je suis nulle, de toute façon, je réussis jamais rien, ou bien c'est de ma faute, ou bien on peut avoir toutes sortes de raisons, ou bien ah mais ça, de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, par exemple. Ouais. Et, euh, Et donc, euh, tout ça nous amène à quoi? Il dit que c'est important, cette compréhension, je vais faire le lien avec Spinoza, puisque la compréhension, finalement, elle nous apporte aussi les prises de conscience. Et ces prises de conscience, si nous voulons, puisque le but du livre de la biologie des croyances, c'est de donner une autre manière, un autre regard, de pouvoir reprendre aussi le contrôle sur sa vie, le pouvoir sur sa vie, et de la diriger vers ce que nous souhaitons, donc finalement vers le bonheur, mais en Ouais. tenant compte justement de toutes ces prérogatives biologiques, puisque nous sommes des êtres cellulaires, nous sommes un amas de, je ne sais plus combien de milliards de cellules. Donc, et donc, l'important, c'est de donner une information la plus consciente possible à notre système pour que l'inconscient, parce qu'en fait, tout ce que nous donnons comme information consciente, si le cerveau n'a pas toutes les informations dont il a besoin pour nous diriger vers là où on souhaite aller, c'est l'inconscient qui va compléter avec ses programmes programmés là, pendant les 6 premières années de vie, qui ne Oui, sont pas oui. nécessairement pertinents dans la situation où nous nous trouvons. Et donc, l'exercice que Bruce propose, c'est d'apprendre à détecter les pensées qui sont un peu délétères pour nous. Parce qu'on en a tous. Il faut savoir qu'entre 80 et 90% de nos pensées quotidiennes sont recyclées le lendemain. Ça veut dire que tout notre système prend 80 à 90% des pensées d'aujourd'hui et va les répéter demain, sans discernement. Ça fait partie aussi de nos programmations. Le programme dit Oui. ça, donc il prend ses pensées et il les injecte. Et donc, si nous arrivions à transformer 50% de ces 80% de façon consciente, en donnant l'information pertinente, mais notre vie va changer du tout au tout. On va vivre le nirvana sur Terre, ou Mhm. presque. Parce que, imaginons, j'arrive à capturer, si chacun peut le faire, un peu faire l'expérience. On se pose 2 minutes comme ça, juste une minute, et euh, juste écouter ce qui passe. Ah tiens, je suis assise sur ma chaise. Ah, je vois l'heure qui passe. Ah, je sais pas, je vais peut-être être en retard. Ah, je suis en voiture, mais de toute façon, comme d'habitude, j'aurai pas de place. Ça, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. J'ai jamais de place de parking. J'arrive jamais à en trouver. Et en fait, cette fois-là, si je me dis, au moment où elle passe cette pensée, ah, je t'ai eu. Ok, je t'accueille. Tu es là, tu existes, je t'accueille. Et si on faisait différemment cette fois-ci? Aujourd'hui, je te transforme consciemment parce que j'ai la compréhension. Aujourd'hui, je te transforme, je me dis et je dis merci la vie d'avoir gardé une place pour moi. Et si cette pensée a des chances d'être recyclée jusqu'au lendemain, donc il va falloir répéter l'exercice, hein, clairement. On peut Ouais. commencer avec une seule pensée et puis ajouter d'autres petit à petit.
c'est comme ça qu'on va cheminer vers un plus grand bonheur aussi. Ça, c'est une des clés que Bruce nous donne. Vraiment accueillir ce qui est, clairement, parce qu'il faut les accueillir, ces pensées. C'est pas toujours agréable, hein, ça c'est sûr. Accueillir et observer les pensées délétères, oui. Sinon, c'est compliqué de les transformer, hein, Oui, de les reconnaître. les reconnaître, Mm. dire je t'ai vu. C'est pas Et grave, oui, viens, on va essayer de faire différemment. et oui. Et ce que tu dis là, moi, ça m'interpelle aussi par rapport au triangle de Karpman, hein. Il est souvent utilisé aussi dans certains discours du développement personnel qu'on peut déconstruire, où il est un peu utilisé d'une façon, j'ai envie de dire, volontariste, hein. Ben, allez, bon, vous êtes dans la position du sauveur ou de la victime, ou allez, il faut en sortir, arrêtez de vous positionner en victime, reprenez le pouvoir sur votre vie. Mais ce n'est pas se positionner en victime dans le triangle de Karpman, ce n'est pas la même chose que de reconnaître d'abord qu'effectivement, nous avons été, entre guillemets, victimes de situations que nous avons été causées par des circonstances, des situations qui ont eu lieu dans notre vie et qui ont amené aussi tous ces programmes qui peuvent être délétères pour nous. Certains ne le seront pas, évidemment, délétères, mais certains le seront. Et je ne peux pas les changer juste comme ça par un discours qui dit, bon, ben maintenant, sors de ça. Alors, je peux le faire, mais ça risque de pas tenir non plus très longtemps si on va trop vite. Parce que si on va trop vite, enfin, ce que ça peut réveiller chez la personne, c'est un sentiment de culpabilité. Donc, je vais fuir cette culpabilité et prendre ma responsabilité, mais je fuis aussi ce qui a causé les choses. Et donc, je n'accueille pas réellement. Ça va demander d'accueillir ce qui arrive, accueillir ce qui est arrivé qu'on n'a pas choisi, avant de reprendre sa responsabilité. Donc, si on va aller trop vite pour pratiquer le triangle de Karpman pour reprendre sa responsabilité, ben, on rate en fait une étape qui est importante et qui souvent passe un peu comme inaperçue. Il y a un espèce de point aveugle là-dessus, dans ce qu'on entend qui est dit là-dessus. Donc accueillir tout ça, ben, ça va nous permettre de aussi nous accueillir réellement. Et ça passe par le fait de se dire. Donc, tu disais qu'il y a tous ces programmes inconscients qui viennent combler les choses, mais donc le fait de pouvoir se dire à quelqu'un, grâce à ça, se comprendre, il y a un aspect narratif hein, dans cette prise de conscience qui est propre à l'être humain. Ça va vraiment permettre après de reprendre sa responsabilité et de s'accueillir soi. Donc, comme le disait Carl Rogers, qui est au fondement de la démarche humaniste que tu pratiques, Missia, eh bien, c'est en étant accueilli qu'on apprend aussi à s'accueillir soi-même. Et donc, dans cette démarche d'aller demander de l'aide et de faire un parcours thérapeutique, il y a cet aspect de compréhension. On verra hein, là, peut-être la prochaine fois que cette compréhension demande de réhabiliter la raison, tout ce qui est de l'ordre de la raison, du mental, par rapport à des discours qui le mettent un peu, qui rabaissent un peu aujourd'hui la raison. Et donc, cette démarche de compréhension de soi va passer par un lien et c'est là que la personne va apprendre à s'accueillir soi-même, à se comprendre mieux soi-même et à observer. Hmm. Le lien permet de se sentir en sécurité, d'autant plus que dans souvent ce qu'on a du mal à accueillir, il y a des insatisfactions, il y a de la frustration, il y a des peurs, et donc ce n'est pas simple d'aller accueillir ce qui est présent tout seul. Non, en effet. C'est un peu... ben, moi, je propose juste qu'on essaye de le faire, vu nous sommes toutes les deux en lien. Nous sommes en lien avec les personnes qui nous regardent, écoutent. Euh, Moi, je propose juste de faire un petit exercice d'accueil de ce qui est présent. Euh, je propose de le faire vraiment avec douceur. Donc, on va juste poser là un cocon de douceur et on va poser l'intention que l'intensité reste, l'intensité de ce qui est accueilli reste dans une fenêtre de tolérance confortable. Ça ne vienne pas, juste que ce soit confortable pour tout, pour chacun. Mm. Donc, on va faire comme la fois dernière, prendre quelques respirations plus amples. Ceux qui veulent peuvent fermer les yeux et juste ressentir cette respiration dans un premier temps, voir comment l'air circule, rentre peut-être par les narines,
ressort avec l'expire. Et petit à petit se laisser porter par le rythme de cette respiration, juste sans rien vouloir y changer. Cette respiration, elle est là, elle existe depuis notre premier souffle, depuis la naissance. De la même façon que notre cœur bat, encore bien avant lui. On était encore des petites crevettes dans le ventre de notre maman. Il battait déjà. Et aujourd'hui, il est là aussi, il continue à battre. Il est en lien avec la respiration. Et l'invitation ici, c'est de juste ressentir aussi ce cœur vivant qui est là, au centre de notre être, et de le laisser s'ouvrir à son rythme aussi. Il a son propre rythme. Et une fois qu'il commence à s'ouvrir, il y a cet espace qui s'ouvre à l'intérieur aussi. Eh bien, on peut inviter ce qui est présent à venir se déposer là, dans ce cœur compassionnel. Ça peut être une émotion qui est là, ou une pensée, ou plusieurs, hein, plusieurs différentes même. Et donc l'invitation, c'est de leur laisser cet espace pour se déposer, juste leur montrer que elles sont vues, entendues, ressenties, toutes ces parties de nous, accueillies, accueillies telles qu'elles sont là, présentes. Et c'est OK qu'elles soient là, en fait, parce qu'elles ont certainement un message à nous transmettre. Nous avons des choses qui sont présentes en nous. En général, elles sont porteuses d'un message qui peut nous donner des informations sur comment continuer notre chemin vers le bonheur, par exemple. Parfois, c'est pas très confortable, en effet. Et donc, pour que ça devienne, on peut juste, par la respiration, essayer de renforcer encore ce cocon de douceur que nous avons créé au départ. À chaque inspire, j'inspire le calme et j'expire la douceur et un accueil compassionnel. Parce que tout ça passe par le cœur entre-temps. Et à nouveau, j'inspire du calme et j'expire la compassion et l'accueil à ce qui est là. Et peut-être que s'il y avait un peu d'agitation au départ, ça s'est un petit peu apaisé. Et si ce n'est pas le cas et que c'est encore un peu une tempête, c'est OK. Il n'y a pas d'attente de résultat ici, c'est juste expérimenter l'accueil de ce qui est et partager de la compassion pour que tout ce qui est là présent puisse ressentir que ben, il a sa place en fait. On peut ouvrir notre cœur compassionnel et curieux, confiant aussi, en lien, créatif, courageux. Et que tout cela peut être transcendé vers quelque chose qui nous épanouisse. Et à partir de là, je vais vous inviter à revenir tout doucement dans l'instant présent à votre rythme. Donc, vous pouvez prendre des respirations un petit peu plus dynamiques, dynamisantes.
avec cette nouvelle conscience et ouvrir les yeux quand c'est bien pour vous. Merci pour cette proposition. Avec plaisir. Je pense que tu as préparé un texte aussi, Séverine. Oui, je vous lis un extrait de la lettre à Schiller de Spinoza. Ce sera un extrait et on reviendra dans d'autres vidéos encore sur la pensée de Spinoza puisque tout ne sera pas éclairci cette fois-ci. Mhm. Concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes. Parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure, à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre, et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Hmm. Encore un beau texte pour lequel je prendrai le temps de m'imprégner plus tard aussi en le relisant. Et oui, ça Oui, demande un peu de temps, évidemment. oui, oui, mais il est prometteur en tout cas. Ouais. Et je crois qu'on se revoit dans 15 jours pour la suite de nos aventures sur la recherche du bonheur, Tout la à quête du fait. bonheur. Le 16 mars donc, ou le 15 mars, oui. 15 mars. Bien, bien, merci Séverine pour ces explorations. Merci, Missia, et à très bientôt. À bientôt, oui.